Dans cette nouvelle formation Excel, nous proposons de bâtir une petite application graphique permettant de convertir les unités de mesure par le biais de choix réalisés au clic de l'utilisateur dans des cases à cocher. Par exemple, ici l'utilisateur coche la case centimètre pour l'unité de départ et la case in pour inch, c'est-à-dire le pouce en version anglo-saxonne, pour l'unité d'arrivée. Il n'a plus qu'à saisir une valeur numérique à convertir entre ces deux unités, par exemple 6,5, et constater qu'à validation, les résultats sont fournis et présentés dans les cellules du dessous pour indiquer à l'utilisateur que 6,5 cm valent en réalité 2,56 pouces selon le facteur de conversion qui a été importé par des calculs intermédiaires dans la cellule J5 prévue à cet effet. Remarque importante, nous proposons de bâtir cette application sans l'intervention d'un code visuel basique. Il n'y aura que des formules Excel. Pour ce faire, comme toujours, nous partons d'un classeur source qui est proposé au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous constatez que la structure est préconçue puisque vous notez la présence des fameuses cases à cocher qui n'en sont pas en réalité, mais nous y reviendrons. Constatez que ce classeur est doté d'une seconde feuille qui se nomme Unité, dans laquelle nous trouvons une table à deux entrées permettant de faire la correspondance en ligne entre l'unité de départ et en colonne avec l'unité finale. Ainsi, par exemple, nous savons que l'équivalent du centimètre en pouces est environ de 0,39, ce que nous avions d'ailleurs rapatrié dans la cellule du facteur de conversion. Avant de débuter cette application, qui comme je vous le rappelle ne nécessitera pas l'intervention du code VBA, je vous propose pour bien comprendre le processus de présenter ces fameuses cases à cocher qui sont en réalité des cases d'options. Pour ce faire, nous avons besoin du ruban développeur. Si d'aventure il n'était pas présent sur votre interface, je vous rappelle qu'un clic droit n'importe où sur le ruban permet de déclencher le menu contextuel et dans le menu contextuel, vous cliquerez sur personnaliser le ruban, de manière à accéder à une boîte de dialogue dans laquelle, dans la liste de droite, il vous suffira de cocher la case développeur et de valider par OK pour rendre ce ruban disponible. Pour pouvoir piloter ces fameuses cases d'options qui ont surtout la capacité à se décocher lorsque l'une d'entre elles est cliquée. Car ce n'est pas le mode de fonctionnement des cases à cocher par défaut qui peuvent très bien se cumuler dans les clics et rester cochées. Ici, par groupe, vous remarquez que lorsque l'une d'entre elles est cochée, eh bien, les autres de la même colonne se décochent. Pour ce faire, donc, par le biais du ruban développeur et pour comprendre le fonctionnement, dans la section contrôle, nous passons par le bouton insérer. Et cette fois-ci, nous allons directement nous intéresser aux contrôles ActiveX qui généralement sont dédiés aux développeurs pour choisir la case d'options que nous allons tracer directement sur notre feuille Excel à un endroit arbitraire puisqu'il s'agit d'un test et nous les supprimerons à l'issue. Nous allons en ajouter 4. L'objectif est que les deux premières interagissent ensemble et les deux dernières interagissent ensemble aussi, indépendamment des deux premières. Concrètement, si je coche la 1, la 2 se décoche, et inversement, sans interagir avec la 3 et la 4, et si je coche la 3, la 4 se décoche et inversement, sans interagir avec la 1 et la 2. Les contrôles ActiveX, et donc vous notez qu'il s'agit bien de cases d'options et non de cases à cocher, ont la capacité de se paramétrer de façon très avancée grâce à un volet des propriétés. Constatez que nous sommes en mode création par défaut, ce qui permet de sélectionner explicitement ces contrôles sans poser de conflit avec la sélection d'une cellule. Nous allons ensuite donc cliquer sur le bouton propriétés du ruban développeur de manière à paramétrer chacun de ces contrôles. 4 propriétés nous intéressent. Tout d'abord, et c'est logique pour les contrôles objets de développement, nous commençons par attribuer un nom explicite à cette case. Nous allons l'appeler par exemple case 1. Nous allons ensuite, donc c'est la propriété name, pour l'objet sélectionné, définir sa propriété caption qui n'est autre en réalité que le texte qu'il affiche. Donc ici, comme il s'agit d'un texte, tout est permis. Espace, caractère latin, etc. Et vous notez l'incidence instantanée sur le contrôle. La propriété qui suit est particulièrement importante. Vous allez le constater, d'ailleurs on va faire une petite parenthèse. Par défaut,
si nous désactivons le mode création pour pouvoir passer en production l'exploitation de ces cases à cocher, vous remarquez qu'elles interagissent toutes ensemble. C'est-à-dire que le fait de cocher l'une des 4 va nécessairement décocher les 3 autres. Pourquoi? Eh bien, parce que, par défaut, ces 4 cases d'options sont rattachées à un même groupe avec le même nom de groupe. Illustration. Revenons en mode création, sélectionnons de nouveau notre case 1, constatez que la propriété GroupName est réglée sur convertisseur, qui n'est autre d'ailleurs que le nom de la feuille. Chacune de ces cases à cocher a exactement la même propriété GroupName. Nous allons donc modifier ce GroupName pour le passer par exemple à groupe 1. Ça veut dire que à l'instant T, nous sommes en train de détacher cette case à cocher des 3 autres. Et enfin, très important aussi, le linked cell, c'est-à-dire la cellule qui lui est liée, nous allons choisir arbitrairement, pourquoi pas, la cellule A2. Ça veut dire que lorsque nous allons cocher cette case, en A2, va s'inscrire une valeur booléenne, vrai ou faux, qui va indiquer l'état de la case. Et c'est ces valeurs booléennes qui vont nous permettre, puisque nous avons judicieusement pensé le principe, eh bien de faire la correspondance entre la case qui est cochée et l'unité de mesure qu'il faudra réussir à extraire. Nous allons faire exactement la même chose pour les autres cases d'options. Donc nous sélectionnons la seconde, la deuxième plutôt, que nous renommons case 2, pour laquelle nous allons attribuer un caption sur case espace 2, c'est-à-dire son texte. En ce qui concerne le groupe name, comme précédemment, eh bien, nous allons le rattacher, ce contrôle, au groupe de la première case en lui attribuant exactement le même nom, groupe 1. Et puis, pour le linked cell, nous allons inscrire la référence de la cellule qui lui est attachée, liée, la suivante, A3 par exemple. Nous poursuivons avec la case d'option numéro 3, que nous renommons case 3, puis nous lui attribuons sa propriété caption que nous réglons sur case espace 3, c'est-à-dire son texte, et cette fois-ci, pour que les 2 dernières cases interagissent ensemble indépendamment des 2 premières, nous allons les affecter à un groupe commun mais différent du premier, soit groupe 2. Le linked cell, on va choisir la cellule suivante, par exemple A4, et nous verrons les interactions en temps réel lors de l'exploitation. Enfin, la case 4, que nous renommons donc dans la logique des choses case 4, avec un texte sur case espace 4, et le groupe name très important pour le rattacher à la case 3 que nous réglons sur groupe 2. Et enfin, le linked cell, c'est-à-dire la cellule qui lui est liée sur la suivante, c'est-à-dire A5. Maintenant que tous nos réglages sont terminés, nous pouvons fermer ce volet des propriétés et nous pouvons désactiver le mode création en recliquant sur le bouton. Constatez désormais que si nous cochons la case 1, eh bien, effectivement, les valeurs dans les cellules liées viennent s'inscrire, indiquant que vraisemblablement c'est bien la 1 qui est cochée et non la 2. Si nous cochons la 2, eh bien c'est l'inverse qui se produit, et constatez que le fait de cocher la 2 décoche la 1 et inversement, sans interagir en revanche sur les cases 3 et 4, eh bien qui vont fonctionner exactement de la même façon en inscrivant leurs valeurs liées dans les cellules qui leur sont rattachées. C'est exactement selon ce processus que nous avons conçu cette interface avec un groupe pour les unités de mesure de départ qui vont inscrire les valeurs dans les cellules qui sont situées dans la colonne juste à droite, et identique pour les unités de mesure finales avec l'inscription de leurs valeurs dans les cellules qui sont situées juste à droite. Comme nous avons ajouté une colonne qui permet d'identifier l'unité de mesure qui a été cochée en fonction de la valeur booléenne renvoyée, eh bien nous n'aurons plus qu'à faire une extraction par la recherche V pour connaître l'unité de départ ainsi que l'unité d'arrivée. Avant donc de commencer les calculs, nous allons purger notre feuille en sélectionnant et en supprimant chacun de nos contrôles, et nous devrons aussi dans la foulée supprimer les valeurs qui ont été inscrites dans les cellules liées. Donc nous les sélectionnons et nous enfonçons la touche Supr. L'objectif final donc est de pouvoir ici rapatrier le facteur conversion qui, je vous rappelle, se trouve à l'intersection de l'unité de mesure de départ et l'unité de mesure finale. Mais
Pour pouvoir réaliser cette extraction par intersection, faut-il encore connaître l'unité de mesure de départ en fonction du clic et l'unité de mesure finale en fonction du clic, là aussi, mais dans la deuxième colonne. Ce que je vous propose, c'est que nous utilisions des cellules relais pour ne pas trop compliquer la formule finale, de manière, par exemple, à extraire en K4 l'unité de départ et en K5 l'unité finale. Il s'agit d'une recherche V. Le principe donc, et nous allons utiliser un garde-fou avec la fonction si-erreur, car je vous rappelle que si aucune case n'est enclenchée, les fonctions de recherche vont retourner des messages d'erreur disgracieux. La fonction si-erreur va nous permettre de gérer ces exceptions. Nous souhaitons effectuer la fonction recherche V, ou plutôt l'exécuter, donc nous tapons son nom et nous ouvrons la parenthèse. Je vous rappelle que l'aide contextuelle est très précieuse et nous indique que le premier paramètre de la fonction recherche V pour retourner une valeur correspondant à la recherche consiste à lui indiquer ce que nous recherchons. Nous recherchons l'information vraie. Comme il s'agit d'une valeur booléenne, nous ne devons pas l'inscrire entre guillemets. Il ne s'agit pas d'un texte. Point virgule, nous la recherchons où? Dans quelle table? Nous allons tout simplement sélectionner pour l'unité de départ le tableau à 2 colonnes. Nous recherchons le vrai dans la première colonne et nous souhaitons récupérer en contrepartie l'unité de mesure située dans la deuxième colonne. Point virgule, c'est la raison pour laquelle dans le troisième argument, nous allons indiquer ce numéro de colonne. La deuxième, c'est une unité relative par rapport à la sélection, la deuxième colonne du tableau sélectionné. Point virgule, comme souvent, le dernier argument que nous réglons à faux pour demander à la recherche V de faire une recherche ou une correspondance exacte. La valeur ne peut être que vrai ou faux, donc il ne s'agit pas d'essayer de se rapprocher du résultat si d'aventure, elle n'était pas trouvée. Nous avons terminé la fonction recherche V, mais nous sommes toujours dans les bornes de la fonction si-erreur qui requiert un deuxième argument. Vous constatez que la partie en gras indique que nous sommes toujours dans le premier, donc nous inscrivons un point virgule. Quoi faire si une erreur est détectée dans ce calcul? Nous ne faisons rien, ou plutôt, nous souhaitons conserver la cellule vide. C'est la raison pour laquelle nous inscrivons deux guillemets pour une cellule vide. Nous fermons la parenthèse de la fonction si-erreur qui englobe la recherche V et nous validons le calcul. Et constatez que nous avons effectivement rapatrié en temps réel l'unité de mesure qui est cochée par l'UB de la case. Si nous en cochions une nouvelle, faut-il encore que nous ayons désactivé le mode création, car c'est une omission de ma part, nous constaterions effectivement que cette unité serait bien retranscrite en toutes lettres, ces lettres d'ailleurs qui correspondent strictement aux entrées du tableau. Donc vous voyez que petit à petit nous sommes en train de monter le procédé de recherche et d'extraction. Quoi qu'il en soit, nous avons bien réussi à faire la correspondance entre le clic et l'unité de mesure de départ en toutes lettres. Nous devons faire exactement la même chose pour l'unité de mesure finale, c'est le même processus, avec toujours notre garde-fou, c'est-à-dire la fonction si-erreur, qui va permettre de gérer les exceptions si d'aventure il y en avait de la fonction recherche V. Nous recherchons toujours la même chose, c'est-à-dire la valeur booléenne vraie, sauf que le tableau cette fois-ci n'est plus le même, c'est le tableau final, sur deux colonnes, que nous désignons à la souris, point virgule, ce que nous souhaitons en retour, c'est toujours l'information située en deuxième colonne, soit l'unité de mesure en toutes lettres, point virgule faux pour une correspondance exacte, comme tout à l'heure, point virgule pour terminer la fonction si-erreur, guillemets pour laisser la cellule vide si un problème était détecté. Et vous constatez que cette fois-ci, nous obtenons bien l'unité de mesure finale. Pour preuve, si nous cochons une autre case, c'est bien cette deuxième recherche qui se déclenche. Donc, désormais, puisque nous avons les renseignements nécessaires pour faire l'extraction du facteur de conversion, nous devons réaliser ici une formule certes un peu plus complexe qui permette d'extraire l'information située à l'intersection de l'unité de mesure de départ et de l'unité de mesure finale. Une recherche V n'a pas cette capacité. En revanche, la fonction index, que nous avons déjà présentée dans maintes formations, permet de retourner l'information située dans un tableau en fonction de son indice de ligne et de son indice de colonne. C'est ce que nous allons voir. Faut-il encore être en mesure de lui fournir dynamiquement les informations sur la ligne et sur la colonne? Comme toujours, par mesure de sécurité,
nous exploitons notre fonction si erreur, et nous allons ensuite enclencher notre fonction index. Lorsque nous ouvrons la parenthèse, vous remarquez que cette fonction demande 3 arguments, le tableau de recherche, la matrice, la ligne et la colonne où se situe l'information à extraire. Nous allons tout d'abord lui indiquer en changeant de feuille quel est en effet le tableau dans lequel nous souhaitons extraire l'information. Pas de question à se poser, nous sélectionnons l'intégralité du tableau puisque tantôt les unités à extraire peuvent se situer dans les premières cellules et puis tantôt dans les dernières cellules. Une fois que nous avons défini le tableau dans lequel nous souhaitons faire l'extraction, nous tapons un point-virgule pour passer à l'argument suivant, celui qui, selon l'infobule, est le numéro de ligne. Le numéro de ligne, nous ne l'avons pas. Nous connaissons par contre l'unité de mesure de départ. Et cette unité de mesure, si nous sommes capables de savoir sur quelle ligne elle se trouve, eh bien, nous renseignerons l'information demandée par la fonction index. C'est la raison pour laquelle nous l'imbriquons avec la fonction equiv. Ça aussi, nous l'avons fait lors de plusieurs formations, au travers de plusieurs formations et de cas dédiés. La fonction equiv qui, lorsque nous ouvrons la parenthèse, pour pouvoir retourner ce numéro de ligne, nous demande en premier lieu quelle est la valeur cherchée. La valeur cherchée se trouve de nouveau sur la feuille convertisseur puisqu'il s'agit de l'unité de mesure de départ que nous venons d'extraire par la recherche V. Donc nous la cliquons. Constatez que dans la formule, fort logiquement, Excel préfixe à chacune des plages ou des cellules par le nom de la feuille puisque nous changeons et nous basculons d'une feuille à l'autre. Nous venons de lui indiquer, pour obtenir ce numéro de ligne, quelle était la valeur cherchée, donc l'unité de mesure de départ, la cellule K4 de la feuille convertisseur, point virgule. À quel endroit nous recherchons cette unité de départ? Eh bien, là encore, nous revenons sur la feuille unité et nous allons tout simplement lui sélectionner la première colonne puisque la recherche doit se faire uniquement dans cette colonne. Et enfin, point virgule, nous allons lui demander, comme ce fut le cas pour la fonction recherche V, une correspondance exacte, et comme l'indique l'infobule, vous le constatez, il faut inscrire le paramètre 0, ce que nous nous empressons de faire. Nous fermons la parenthèse de la fonction equiv qui, à ce stade, est censée retourner dans ce petit tableau de recherche le numéro de ligne de l'unité de mesure que nous recherchons, soit la valeur inscrite en K4. En fermant la parenthèse de la fonction equiv, du coup, nous nous retrouvons dans les bornes de la fonction index au niveau de l'argument de numéro de ligne que nous venons de renseigner. Donc, nous passons au suivant en tapant un point-virgule et vous constatez qu'il faut forcément renseigner le dernier argument qui est le numéro de colonne pour l'intersection et extraire cette information tant convoitée. Cette fois-ci, comme vous le remarquez, nous avons là encore bien conçu les choses puisque nous avons inscrit les numéros de colonne correspondant à chaque fois à l'unité de mesure finale à extraire. Ce n'est pas une recherche V, mais une recherche H puisque ce tableau est présenté sous 2 lignes qui va cette fois-ci permettre de retourner cette information. Nous allons faire la recherche H, là aussi les infobules nous permettent directement de conduire sur la bonne fonction. De quelle valeur? Eh bien, de l'unité de mesure pour demander en retour la valeur du numéro de colonne inscrit dans la ligne du dessous. Donc, la valeur cherchée par cette fonction recherche H se trouve, comme toujours, sur la fonction convertisseur. Il s'agit de la seconde extraction, soit de l'unité de mesure finale, en l'occurrence la cellule K5. Point virgule, nous la recherchons où? Eh bien, il faut retourner dans la feuille unité et cette fois-ci désigner uniquement les 2 premières lignes du tableau, puisque la recherche s'effectue dans la première et l'information à retourner est située dans la 2e ligne, puisque la fonction recherche H, H pour horizontal, fonctionne et résonne ligne à ligne et non colonne à colonne, comme c'est le cas pour la fonction recherche V. Point virgule, eh bien, il s'agit d'indiquer dans quelle ligne se trouve l'information à retourner, on n'a pas le choix, c'est la 2 forcément, la 2e ligne pour le numéro de colonne, et enfin, toujours pareil, une correspondance exacte. Si bien que nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction recherche H qui, à ce stade, est censée avoir retourné le numéro de colonne de l'information. Comme, grâce à la fonction equiv, nous avons déjà le numéro de ligne, vraisemblablement, eh bien nous avons le Graal convoité. Nous avons terminé la fonction index, donc nous fermons dans la foulée aussi la parenthèse de la fonction index, donc 2 parenthèses fermantes se cumulent, mais il ne faut pas oublier que nous sommes imbriqués dans une fonction si erreur qui, elle, n'est pas terminée. Nous sommes toujours dans son
premier paramètre, l'exception à gérer si d'aventure elle se présentait, point virgule, que faisons-nous dans ce cas-là? Comme toujours, deux guillemets, pour conserver une cellule vide. Nous fermons la parenthèse de la fonction si erreur, nous validons le calcul pour constater que nous obtenons instantanément le retour, c'est-à-dire le facteur de conversion entre l'unité de mesure choisie au départ et l'unité de mesure choisie à l'arrivée, et nous apprenons en l'occurrence ici que 1 inch, un pouce, vaut 2,54 cm. Instantanément, si nous changeons les unités de mesure, nous cochons par exemple centimètre, forcément la correspondance entre le centimètre et le centimètre vaut 1, mais par exemple par rapport à un pied, nous constatons que 1 centimètre, et nous aurions pu le déduire, est très inférieur à la taille du pied en version anglo-saxonne. Remarquez aussi qu'un grand nombre de décimales est fourni, c'est pourquoi il nous faudra peut-être retravailler les résultats des calculs. Néanmoins, à ce stade, le plus dur est fait. Désormais, si l'utilisateur saisit une valeur à convertir dans la cellule dédiée, nous devons présenter les résultats comme nous les avions proposés dans la version finale, c'est-à-dire ici rappeler la valeur concaténée à son unité de mesure pour donner sa correspondance après calcul dans l'unité finale. Ce que je vous propose toujours pour réaliser des calculs propres est de faire une petite gestion d'erreur pour ne produire aucun résultat si la cellule E5, en l'occurrence celle de la valeur à saisir, est toujours vide. Alors très simple, et d'ailleurs on va faire le raisonnement inverse, égale si. Si la cellule E5 est vide, égale guillemets guillemets, à ce moment-là, alors, point virgule, nous ne faisons rien. Guillemets guillemets. Ainsi, nous laissons le classeur la feuille propre. Dans le cas contraire, en revanche, il s'agit de concaténer cette information numérique, soit celle que contient la cellule E5 que nous cliquons, avec son unité de mesure. Le caractère de concaténation, le « et » commercial, ou esperluette, touche 1 du clavier, pour concaténer, c'est-à-dire associer des fragments de chaîne de caractères. Donc, nous cliquons ici, l'unité de mesure de départ que nous avions extraite, soit la cellule K4. Nous fermons la parenthèse de la fonction si et nous validons le calcul par entrée ou contrôle-entrée. Fort logiquement, par défaut, cette formule ne produit aucun retour puisque justement la fonction si a bien indiqué que s'il n'y avait rien, nous ne faisions rien. En revanche, si nous inscrivons une valeur en E5, vous constatez que le résultat est directement produit et que la concaténation est fidèle à nos attentes puisque nous obtenions bien l'unité, ou plutôt la valeur concaténée à son unité. Ici, il faut faire quasiment la même chose, c'est-à-dire commencer par gérer cette erreur. Si la cellule en E5 est vide, à ce moment-là, nous ne faisons rien, point virgule guillemets guillemets. Dans le cas contraire, nous devons faire le calcul, mais comme je vous le disais, ce calcul a de fortes chances, ou plutôt de forts risques, de produire un grand nombre de décimales. Et pour que ce soit plus présentable, nous proposons d'arrondir à 2 décimales ce calcul. Donc, nous exploitons la fonction arrondi, que nous avons déjà présentée dans diverses formations, qui propose 2 arguments. Tout d'abord, le nombre à arrondir, c'est le calcul. Donc, nous allons l'effectuer, puisque le plus dur est fait, comme je vous le disais. Il s'agit de multiplier la valeur à convertir, soit la cellule E5, par le facteur de conversion, c'était l'enjeu de cette formation, soit la valeur inscrite dans la cellule J5, point virgule, à combien de décimales? NO chiffre, numéro, nombre, donc à 2 décimales. Nous fermons la parenthèse de la fonction arrondie. Ce résultat, nous souhaitons le concaténer et commercial, touche 1 du clavier, à l'unité de mesure finale, rapatriée en cellule K5, cellule de relais. Et c'est terminé, donc nous pouvons fermer la parenthèse de la fonction si et valider le calcul et constater que nous obtenons un résultat propre, présentable, qui permet effectivement de constater que 6,5 cm valent 0,21 pieds. Inversement, si nous choisissons pour les unités de départ le pied, et nous remarquons bien sûr que tout est dynamique, et que pour l'unité finale, par exemple, nous choisissons le mètre, nous constatons que 6,5 pieds valent 1,98 mètres. Donc nous avons une petite application de conversion des unités de mesure en instantané, sans code VBA, vous l'avez constaté, qui est parfaitement fonctionnel. Néanmoins, il s'agit quand même de rendre plus ergonomique et présentable cette application, puisque nous avons utilisé des cellules et des colonnes de relais. La première chose que je vous propose est de masquer
les colonnes qui servent au calcul intermédiaire en les sélectionnant par leurs étiquettes de colonnes, c'est-à-dire tout simplement les lettres en haut de la feuille Excel. Et puis un clic droit sur l'une des étiquettes permet d'afficher le menu contextuel dans lequel nous trouvons la fonction masquer, ce que nous faisons. Comme ces cellules sont masquées et qu'elles ne sont pas supprimées, forcément elles existent toujours et donc elles servent au calcul et vous remarquez que tous les calculs sont toujours parfaitement fonctionnels. Enfin, pour protéger, disons, un peu l'application, rien n'empêche ici l'utilisateur non averti de réaliser une saisie erronée, par exemple d'entrer une information textuelle. Forcément, sur un texte, on ne peut faire aucun calcul, ce qui produit en retour une erreur de calcul. Eh bien, pour pallier le problème, je vous propose d'exploiter une astuce que nous avions déjà plus ou moins démontrée pour construire des listes déroulantes. Nous allons poser des restrictions de saisie dans cette cellule. Pour ce faire, après avoir sélectionné la cellule, nous activons le ruban données en cliquant sur son onglet et dans la section outils de données, nous allons cliquer sur le bouton validation de données. L'objectif ici est clair, il consiste à n'autoriser dans la cellule que des valeurs numériques. Donc, dans la zone autorisée, nous déroulons la liste pour choisir non pas nombre entier, mais décimal. Qui peut le plus, peut le moins. Un nombre entier n'autorisera pas un nombre à virgule, alors qu'un nombre décimal autorisera un nombre entier. Et puis, il s'agit de définir les limites de ce nombre décimal. Donc, ici, nous allons tout simplement choisir l'opérateur supérieur à 0, car fort logiquement, la conversion de la valeur 0 n'a strictement aucun intérêt, elle produira 0 quelle que soit l'unité de mesure. Nous validons par OK, et si nous testons désormais le résultat, vous remarquez que, à validation, nous avons un message d'erreur qui est une alerte qui va nous empêcher de valider la saisie tant que nous n'aurons pas corrigé le problème. Vous aurez beau forcer, eh bien Excel n'acceptera pas, donc nous sommes obligés effectivement d'annuler ou bien de modifier la saisie pour pouvoir entrer une valeur numérique. Nous pourrions même pousser le vice en ajoutant un message dédié par le biais de cette boîte de dialogue validation de données qui indique explicitement à l'utilisateur d'entrer une valeur numérique et non pas un texte. Nous pourrions même protéger l'ensemble de la feuille après avoir déverrouillé cette cellule de manière à protéger tous les calculs de mauvaise saisie par mégarde sur les cellules des formules. Mais comme les colonnes sont masquées, hormis celle-ci qui est très importante, eh bien nous allons nous en passer ici puisque nous avons présenté le principe fondamental de cette application de conversion des unités de mesure. Je vous rappelle que le point le plus important consistait à extraire des informations recoupées dans un tableau grâce aux fonctions index, étive et recherchage imbriquées elles-mêmes dans une fonction de gestion d'erreurs avec des extractions réalisées par la recherche V préalable pour pouvoir découper le processus par étapes. Voilà pour cette petite formation, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.